Les rayons dorés du soleil matinal filtrent à travers les rideaux de soie ivoire du penthouse situé avenue Montaigne. L'appartement luxueux baigne dans une lumière tamisée qui révèle progressivement l'élégance froide des lieux, meubles design italien, œuvres d'art contemporain suspendues aux murs immaculés et un silence pesant qui semble habiter chaque recoin de cet espace somptueux. Élise Dubois ouvre lentement les yeux, son regard azur se posant d'abord sur le plafond orné de moulures dorées, puis sur le calendrier posé sur sa table de chevet. 18 ans aujourd'hui. 18 années d'une existence dorée qui lui pèse comme un carcan invisible. Elle se redresse dans son lit king size, ses longs cheveux châtains cascadant sur ses épaules, et observe le reflet de sa chambre dans le miroir vénitien qui lui fait face. Tout y respire l'opulence, mais rien n'y suggère la chaleur d'un foyer. Le silence de l'appartement lui confirme ce qu'elle redoutait déjà. Elle est seule pour ce jour si particulier. Son père, Pierre Dubois, magnate de l'industrie vinicole française, se trouve à Bordeaux pour superviser les dernières acquisitions de châteaux prestigieux. Sa mère, Catherine, galériste réputée, assiste à une vente aux enchères à Genève. Leurs absences répétées ont transformé ces murs luxueux en une prison dorée, où Élise a appris à grandir dans la solitude. Elle glisse délicatement de son lit vers sa chaise roulante, un modèle haut de gamme en titane et cuir italien qui contraste douloureusement avec l'image que sa famille souhaite projeter lors des événements mondains. Depuis l'accident de cheval à l'âge de 12 ans dans les écuries familiales en Normandie, cette chaise fait partie intégrante de sa vie, mais pour ses parents, elle reste un détail embarrassant à masquer derrière des sourires de circonstance et des angles de photographie soigneusement calculés. La routine matinale d'Élise s'accomplit dans un automatisme mécanique qui témoigne de ses années de solitude. Douche adaptée dans une salle de bain de marbre rose, petit déjeuner solitaire servi sur porcelaine de Limoges par Marguerite, la gouvernante qui travaille pour la famille depuis 15 ans. Cette dernière, femme discrète aux cheveux gris, dépose un plateau sur la table de la salle à manger où Élise prend place face à une immense baie vitrée donnant sur les Champs-Élysées. « Joyeux anniversaire, mademoiselle Élise !» murmure Marguerite avec une tendresse contenue avant de disparaître discrètement vers la cuisine. C'est le seul « joyeux anniversaire » qu'elle entendra en personne aujourd'hui. Le smartphone d'Élise vibre sur la table. Un message de sa mère. « Joyeux anniversaire, chérie. Nous te transférons quelque chose sur ton compte. Profite bien de ta journée. Bisous, maman. » Quelques minutes plus tard, un SMS de son père. « Bon anniversaire, ma fille. J'espère que tu passes une belle journée. Je rentre demain soir. » Élise contemple ces messages impersonnels, aussi froids que le marbre de l'appartement. Autour d'elle, les cadeaux s'accumulent depuis plusieurs jours. Un sac Hermès, des bijoux Cartier, un nouveau modèle d'iPad, tous choisis par des assistants personnels selon une liste prédéfinie. Aucun ne porte l'empreinte d'un choix personnel, d'une attention particulière, d'un moment de réflexion sur ce qui pourrait véritablement lui faire plaisir. Elle parcourt les réseaux sociaux sur son téléphone, observant les publications de ses anciennes camarades de l'école privée Sainte-Marie de Neuilly. Photos de fêtes d'anniversaire entourées d'amis, de familles réunies autour de gâteaux maison, de éclats de rire sincères dans des cadres simples mais chaleureux. Un sentiment d'envie mêlé d'amertume l'envahit. Toute sa vie, elle a été entourée de luxe mais privée de ces moments spontanés qui donnent du sens aux célébrations. L'appartement semble rétrécir autour d'elle. Les murs capitonnés de soie deviennent oppressants. Les œuvres d'art abstraites la narguent de leur froideur conceptuelle et le silence devient assourdissant. Elle ressent un besoin impérieux de échapper, de briser cette routine dorée qui l'étouffe jour après jour. Élise se dirige vers sa garde-robe, mais au lieu de choisir l'une des tenues de créateurs soigneusement alignées, elle opte pour des vêtements simples, un jean, un pull en cachemire crème et un manteau bleu marine sans griffes ostentatoires. Elle enfile une écharpe en laine rouge, cadeau de Marguerite pour Noël dernier, le seul présent qu'elle ait reçu avec une véritable intention affectueuse. « Ah, je sors, Marguerite !» annonce-t-elle en passant devant la cuisine. La gouvernante lève les yeux de ses fourneaux, surprise. « Voulez-vous que j'appelle Charles pour vous conduire, mademoiselle ?»« Non, merci. J'ai envie de prendre le métro aujourd'hui. » Marguerite fronce les sourcils,
inquiète. Élise n'a jamais utilisé les transports en commun seule, toujours accompagnée du chauffeur familial ou d'un membre du personnel. « Vous êtes certaine que… » »« Oui, Marguerite, j'ai besoin de… respirer. » L'ascenseur privatif la descend silencieusement vers le hall d'entrée en marbre noir, où le portier lui souhaite poliment une bonne journée. Les portes de l'immeuble haussmannien s'ouvrent sur l'agitation de l'avenue Montaigne. Pour la première fois depuis des mois, Élise se retrouve seule au cœur de Paris, sans itinéraire prédéfini, sans agenda imposé, sans regard réprobateur pour guider ses pas. Le vent d'octobre caresse son visage, tandis qu'elle remonte lentement vers les Champs-Élysées. Les passants la croisent, sans la reconnaître, sans murmurer sur son passage, sans ses regards mi-compatissants, mi-gênés qu'elle endure habituellement lors des sorties officielles. Pour une fois, elle n'est ni la fille de Pierre Dubois, ni cette pauvre jeune fille en chaise roulante. Elle n'est que Élise, anonyme dans la foule parisienne. Ses roues glissent sur les pavés anciens, tandis qu'elle se dirige instinctivement vers le quartier latin, attirée par l'effervescence étudiante qu'elle observe parfois depuis les fenêtres de la voiture familiale. L'odeur des marrons chauds se mélange au parfum des feuilles d'automne, créant une symphonie olfactive qu'elle n'avait jamais pris le temps de savourer. Arrivée rue de la Huchette, elle s'arrête devant la vitrine d'un petit café aux allures authentiquement parisiennes, chez Marcel. Les lettres dorées S écaillent légèrement sur la façade rouge, les nappes à carreaux rouges et blancs contrastent avec l'élégance guindée qu'elle connaît, et une douce chaleur semble émaner de l'intérieur. Élise pousse la porte, faisant tinter une clochette ancienne. L'atmosphère l'enveloppe immédiatement. Conversations feutrées, mélangées au bruit de la machine à café, arômes de croissants frais et de chocolat chaud, musique d'accordéon qui filtre depuis la rue, à travers les fenêtres entr'ouvertes. Pour la première fois de la journée, peut-être même depuis des mois, elle sourit véritablement. C'est ici, dans ce petit havre de simplicité au cœur de Paris, que le destin s'apprête à chambouler l'existence dorée mais vide d'Élise Dubois. Car dans quelques minutes, la porte va s'ouvrir à nouveau, et avec elle, une rencontre qui transformera à jamais sa perception du bonheur, de la famille et de ce qui donne véritablement du sens à une vie. L'intérieur du café, chez Marcel, respire l'authenticité parisienne que les guides touristiques tentent vainement de capturer. Les murs lambrissés de bois sombre portent les traces patinées du temps, ornées de photographies en noir et blanc représentant le quartier dans les années 50. Des tables bistrots en fonte côtoient des banquettes en moleskine rouge légèrement usées, tandis qu'au comptoir de zinc, quelques habitués sirotent leur café matinal en commentant les nouvelles du jour dans Le Parisien. Élise choisit une table près de la fenêtre, d'où elle peut observer le balai incessant de la rue de la Huchette. Étudiants pressés se dirigeant vers la Sorbonne, touristes consultant leurs cartes, commerçants préparant l'ouverture de leur boutique, ce spectacle de vie ordinaire la fascine. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sent spectateur privilégié d'un monde qui existe indépendamment de sa fortune et de son nom. Marcel, le patron septuagénaire aux cheveux blancs et au tablier taché de café, s'approche de sa table avec un sourire bienveillant. Son regard ne s'attarde pas sur la chaise roulante avec cette insistance gênée qu'elle redoute habituellement. Pour lui, elle n'est qu'une nouvelle cliente, et cette normalité la réconforte immensément. « Bonjour, mademoiselle, que puis-je vous servir ce matin ?»« Un chocolat chaud, s'il vous plaît. Et… » Et elle hésite, puis se lance. « Avez-vous de la tarte aux pommes ?»« Bien sûr. Ma femme Colette la prépare tous les matins. Une belle part. »« Oui, et pourriez-vous y mettre une petite bougie? C'est mon anniversaire aujourd'hui. » Le visage de Marcel s'illumine d'un sourire paternel. « Ah, félicitations, mademoiselle. Quel âge fêtez-vous? »« 18 ans. 18 ans! Est l'âge de tous les possibles. Je reviens avec votre commande et la bougie, promis. » Élise sourit, touchée par cette chaleur spontanée qu'elle n'a pas l'habitude de recevoir. Autour d'elle, les conversations se mélangent en une symphonie urbaine apaisante. Un couple étudiant révise ses cours de philosophie, un écrivain griffonne dans un carnet moleskine et près du comptoir, un groupe d'ouvriers du bâtiment plaisante avec Marcel tout en engloutissant croissants et café serré. Le chocolat chaud arrive dans une grande tasse en faïence,
accompagné d'une généreuse part de tarte aux pommes surmontée d'une bougie rose. La pâtisserie embaume la cannelle et la vanille, contrastant délicieusement avec les mets sophistiqués auxquels elle est habituée. Cette simplicité rustique possède une authenticité que tous les chefs étoilés du monde ne pourraient égaler. Élise contemple la petite flamme qui danse au sommet de sa bougie, seul témoin de ses 18 ans. Elle ferme les yeux et formule un vœu silencieux « Je voudrais connaître le vrai bonheur, celui qui ne s'achète pas ». Mais au moment où elle s'apprête à souffler, la clochette de l'entrée retentit, attirant son attention. Un homme d'une trentaine d'années franchit le seuil du café, portant sur ses épaules une petite fille aux joues rosies par le froid d'octobre. L'homme, Julien Moreau, dégage une élégance naturelle malgré sa tenue simple. Jean délavé, pull en laine gris, veste en cuir noir légèrement usé. Ses cheveux bruns légèrement ébouriffés encadrent un visage aux traits fins, marqué par une barbe de 3 jours qui lui donne un air de bohème parisien. Ses yeux noisettes pétillent d'une vivacité qui contraste avec la fatigue visible de quelqu'un qui enchaîne les petits boulots pour survivre. La petite fille, Clara, 3 ans aux boucles blondes échappées de son bonnet rouge, babille joyeusement en désignant les vitrines des pâtisseries. Son manteau écarlate et son écharpe rayée lui donnent l'allure d'un lutin espiègle surgi d'un conte de Noël. Ses grands yeux verts brillent de cette curiosité infinie propre aux enfants qui découvrent le monde à chaque instant. « Oh bonjour Marcel !» lance Julien en déposant Clara au sol. « Les habitués, comme d'habitude ? Salut mon petit Julien, café serré et chocolat chaud pour la princesse ?» Clara court vers le comptoir, ses petites bottes résonnant sur le carrelage à damier noir et blanc. Mais soudain, elle s'arrête net en apercevant Élise et sa bougie allumée. Ses yeux écarquillent de fascination. « Papa! Papa! Regarde! Il y a une dame qui a un gâteau avec une bougie !» Et Julien se retourne, embarrassé par l'enthousiasme débordant de sa fille. Son regard croise celui d'Élise, et pendant une fraction de seconde, le temps semble suspendu. Il découvre une jeune femme d'une beauté saisissante, aux yeux d'un bleu profond, dans lesquels se mélangent mélancolie et espoir. Malgré la simplicité de sa tenue, elle dégage une grâce naturelle qui ne passe pas inaperçue. « Clara, on ne dérange pas les gens », murmure-t-il en s'approchant pour retenir sa fille. Mais Clara, avec cette spontanéité désarmante des enfants, s'avance vers la table d'Élise. « C'est ton anniversaire? Tu vas faire un vœu? Moi, quand c'est mon anniversaire, papa il me fait toujours un gâteau au chocolat avec plein de bougies. » Élise, surprise par cette approche directe mais touchante, sourit malgré elle. « Oui, c'est mon anniversaire. J'ai 18 ans aujourd'hui. 18! Ouah! Tu es très grande alors. Moi j'ai 3 ans. Regarde. » Clara lève 3 petits doigts avec fierté. Julien s'approche, visiblement gêné par l'indiscrétion de sa fille, mais aussi intrigué par cette jeune femme qui semble si seule en ce jour d'anniversaire. « Je suis désolé, Clara est très sociable. Je suis Julien, et voici Clara, ma fille. Élise, et ne vous excusez pas, elle est adorable. » Clara observe attentivement la chaise roulante d'Élise avec cette curiosité innocente des enfants, dénuée de tout jugement ou pitié. « C'est quoi ça? C'est ton siège spécial? »« Clara !» la réprimande doucement Julien. « Non, ça va, » rassure Élise. « Oui, c'est mon siège spécial. Il m'aide à me déplacer. »« Ah, il est beau, il brille. Est-ce que je peux le toucher? » Élise acquiesce, amusée par cette spontanéité rafraîchissante. Clara caresse délicatement la coudoir chromée avec révérence, comme si elle touchait un objet magique. « Tu es toute seule pour ton anniversaire ?» et demande Clara avec cette franchise désarmante des enfants. La question, posée sans détour, touche Élise en plein cœur. Julien lance un regard d'excuse, mais elle secoue la tête pour signifier que cela ne la dérange pas. « Oui, je suis seule aujourd'hui. Mais c'est triste. Papa, on peut chanter avec elle. »« Dis oui, s'il te plaît. » Julien hésite, conscient qu'il s'impose peut-être, mais le regard suppliant de sa fille et l'expression mélancolique d'Élise le décident. Si mademoiselle est d'accord, bien sûr. « Élise, appelez-moi Élise. »« Et oui, j'aimerais beaucoup. » Clara bat des mains, ravie. Elle se plante devant la table, prend une grande inspiration théâtrale et entonne de sa petite voix cristalline. « Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Élise.
Joyeux anniversaire. Julien l'accompagne en frappant doucement dans ses mains, sa voix grave créant une harmonie touchante avec les notes aiguës de Clara. Marcel, depuis son comptoir, sourit en essuyant un verre, tandis que les autres clients du café se retournent avec bienveillance vers ce petit groupe improvisé. Élise sent des larmes de bonheur perler au coin de ses yeux. Jamais un joyeux anniversaire ne lui a semblé si sincère, si spontané, si plein de vie. Elle souffle sa bougie sous les applaudissements de Clara, qui saute de joie. « Bravo! Tu as fait un vœu? Il va se réaliser maintenant. »« J'espère, » murmure Élise en regardant tour à tour Julien et Clara. Marcel s'approche avec un plateau supplémentaire. « C'est la maison qui offre. Un chocolat chaud pour la petite demoiselle et un café pour monsieur. On ne laisse pas quelqu'un fêter son anniversaire tout seul chez Marcel. »« Ah, c'est très gentil, mais nous ne voulons pas déranger, » commence Julien. « Papa, on peut rester? S'il te plaît. Je veux partager le gâteau d'Élise. » Élise coupe 3 parts de tarte aux pommes et pousse l'assiette vers le centre de la table. J'insiste. Ce gâteau est bien trop grand pour moi seul et j'aimerais beaucoup avoir de la compagnie. Julien s'assoit face à Élise, Clara grimpant sur ses genoux avec son chocolat chaud orné d'une montagne de chantilly. L'atmosphère se détend progressivement, les 3 convives savourant cette rencontre inattendue qui transforme un anniversaire solitaire en moment de partage authentique. « Vous habitez le quartier ?» demande Élise. « Pas loin, rue Mouffetard. Et vous ?» Élise hésite une fraction de seconde. « Avenue Montaigne. » Julien hausse imperceptiblement les sourcils, reconnaissant l'une des adresses les plus prestigieuses de Paris, mais ne fait aucun commentaire. Cette retenue lui plaît immédiatement. « Et que faites-vous dans la vie ?»« Je conduis un taxi la nuit et l'après-midi, quand Clara fait sa sieste, je joue de la guitare dans le métro ou devant Notre-Dame. Et vous ? » « Moi, je étudie. » Ce n'est pas tout à fait un mensonge. Elle suit des cours particuliers à domicile, mais elle préfère taire sa véritable condition sociale. La conversation s'oriente naturellement vers Clara, qui raconte avec animation ses aventures à la crèche, ses livres préférés et son rêve de devenir chanteuse comme papa. Julien explique qu'il a travaillé dans l'industrie musicale avant la naissance de Clara, mais que élever seule sa fille l'a obligé à renoncer temporairement à ses ambitions artistiques. « Et la maman de Clara ?» demande doucement Élise. Le visage de Julien s'assombrit légèrement. « Elle nous a quittés quand Clara avait 6 mois. Elle n'était pas prête pour la maternité et, disons que la vie de famille ne correspondait pas à ses attentes. Je suis désolé. »« Ah, ne le soyez pas! Clara et moi, on se débrouille très bien, n'est-ce pas, ma puce ?» Clara hoche énergiquement la tête, barbouillée de chantilly jusqu'aux oreilles. Élise observe ce père et sa fille avec une émotion grandissante. Leur complicité naturelle, leurs éclats de rire partagés, cette tendresse évidente qui les unit, tout cela lui révèle ce qui manque cruellement à sa propre existence. Ici, pas de luxe ostentatoire, mais une richesse humaine inestimable. Le temps file sans qu'ils s'en aperçoivent. Clara s'endort progressivement contre l'épaule de son père, épuisée par son enthousiasme débordant. Julien la berce doucement, murmurant une berceuse improvisée. « Il faut qu'on y aille », chuchote-t-il à Élise. « L'heure de la sieste. Mais, merci pour ce moment. Clara a passé un excellent moment, et moi aussi. Moi aussi. C'est le plus beau anniversaire que j'ai jamais eu. » Et Julien se lève délicatement pour ne pas réveiller Clara. Au moment de partir, il se retourne vers Élise. « Peut-être qu'on se reverra ici. Marcel fait le meilleur café du quartier. »« Ah, j'espère bien, » répond Élise, le cœur battant d'une émotion nouvelle. Tandis que Julien et Clara disparaissent dans la rue de la Huchette, Élise reste assise devant les miettes de son gâteau d'anniversaire, bouleversée par cette rencontre qui vient de chambouler sa vision du bonheur. Pour la première fois de sa vie, elle a goûté à l'authenticité des relations humaines, loin des artifices de son monde doré. Et ce goût-là, elle sait déjà qu'elle ne pourra plus s'en passer. Les jours suivants, ce 18 octobre mémorable, se succèdent comme une révélation progressive pour Élise. Chaque matin, elle se réveille avec une impatience nouvelle, celle de retrouver ce monde authentique qu'elle a découvert au café chez Marcel. L'appartement avenue Montaigne, jadis symbole de privilège, lui apparaît désormais comme une prison dorée dont elle cherche à s'échapper à chaque occasion. Le lendemain de sa rencontre avec Julien et Clara, elle retourne naturellement rue de la Huchette.
Cette fois, elle choisit délibérément de prendre le métro depuis Franklin D. Roosevelt, descendant les marches vers les rames bondées où se mélangent toutes les classes sociales de Paris. L'anonymat de la foule la grise, cette sensation de être une Parisienne comme les autres, sans regard appuyé sur sa condition ou sa fortune. En arrivant au café vers 15 heures, elle découvre Julien installé près de la fenêtre, une guitare acoustique posée contre sa chaise, Clara coloriant sagement dans un cahier à ses côtés. Le tableau de cette paternité sereine la touche immédiatement. Julien lève les yeux de la partition qu'il annotait et sourit en la reconnaissant. « Élise !» Quelle belle surprise! Clara n'a pas arrêté de parler de « la dame gentille du gâteau » depuis hier. « Élise! Élise !» s'écrie Clara en abandonnant ses crayons de couleur pour se précipiter vers elle. « Tu veux voir mon dessin? J'ai dessiné toi, papa et moi avec le gâteau ?» Le dessin, tracé de la main maladroite mais appliquée d'une enfant de 3 ans, représente 3 personnages souriants autour d'une table. Élise reconnaît sa chaise roulante, transformée en carrosse de princesse par l'imagination de Clara, avec des roues ornées de fleurs multicolores. « C'est magnifique, Clara. Tu es une vraie artiste. Papa aussi, il est artiste. Il joue de la musique pour gagner des sous. Tu veux écouter ?» Julien, légèrement embarrassé, range sa guitare. « Clara, je ne pense pas que… » « Oui, au contraire, j'aimerais beaucoup vous entendre, » l'interrompt Élise. « Si cela ne vous dérange pas… » Marcel s'approche avec un plateau. « Julien, fais-nous donc entendre tes nouvelles compositions. Ça mettra de l'ambiance. » Cédant aux encouragements, Julien accorde sa guitare et entame une mélodie douce, mélange subtil de folk français et d'influence jazz. Sa voix, grave et chaude, s'élève dans le petit café, racontant l'histoire d'un homme qui trouve sa richesse dans les petits bonheurs quotidiens. Les conversations s'estompent progressivement. Les clients se tournent vers lui, captivés par cette performance intime et sincère. Élise l'observe, fascinée par cette passion évidente qui illumine son visage. Elle comprend pourquoi il a sacrifié sa carrière musicale pour Clara. Cet homme possède une noblesse des âmes qui dépasse tous les titres de noblesse que peut acheter l'argent. Quand la chanson s'achève, des applaudissements spontanés éclatent dans le café. Clara bat des mains avec fierté, criant « Bravo, papa !» tandis que plusieurs clients glissent discrètement quelques pièces dans l'étui de la guitare. « Merci », murmure Julien à Élise. « Cela faisait longtemps que je n'avais pas joué devant un public aussi bienveillant. Les heures s'égrènent sans qu'ils s'en aperçoivent. » Élise découvre les anecdotes de la vie de Julien. Ses débuts difficiles dans l'industrie musicale, sa rencontre avec la mère de Clara lors d'un festival à Bourges, les nuits blanches passées à bercer sa fille malade, les sacrifices consentis pour lui offrir une vie stable. Chaque détail révèle un homme d'une générosité et d'une force intérieure qui la bouleverse. En retour, elle partage timidement quelques fragments de son existence, son enfance solitaire dans les pensionnats privés, ses parents toujours en voyage d'affaires, cette sensation permanente de être un accessoire décoratif dans la vitrine familiale. Elle évite soigneusement de mentionner l'ampleur exacte de la fortune de ses parents, préférant laisser croire qu'elle appartient à une bourgeoisie parisienne classique. « Et vos études ?» demande Julien. « Vous aviez dit que vous étudiez ?»« J'ai des cours particuliers à domicile, histoire de l'art, littérature, langue. Mes parents préfèrent l'enseignement privé. Vous avez de la chance. Moi, j'ai dû arrêter mes études de musicologie quand Clara est née. Mais j'espère reprendre un jour, quand elle sera plus grande. » Rose, cette confidence révèle encore une fois la noblesse de caractère de Julien, prêt à tout sacrifier pour le bien-être de sa fille. Élise ressent une admiration mêlée de culpabilité. Elle qui possède tous les moyens d'étudier dans les meilleures universités du monde se morfond dans un ennui doré, tandis que lui rêve d'opportunités qu'il ne peut s'offrir. Les jours suivants, Élise instaure un nouveau rituel. Chaque après-midi, après ses cours particuliers, elle retrouve Julien et Clara au café. Ces moments deviennent le cœur battant de ses journées, l'antidote parfait à la froideur de son quotidien privilégié. Elle découvre les petits plaisirs simples, partager un croque-monsieur avec Clara, écouter les répétitions de Julien, participer aux conversations animées avec les habitués du café. Marcel et Colette l'adoptent rapidement, la traitant avec cette familiarité affectueuse qu'ils réservent aux vrais habitués du quartier.
Un après-midi, Julien l'emmène voir Clara à la crèche municipale rue Mouffetard. L'établissement, modeste mais coloré, contraste sévèrement avec les institutions privées où Élise a grandi. Ici, pas de uniforme impeccable ou de protocole strict, mais une chaleur humaine palpable. Les éducatrices saluent Julien comme un membre de la famille, s'enquièrent de sa santé, de son travail, de ses projets musicaux. Clara court vers eux en criant « Papa! Élise !» en provoquant la curiosité bienveillante des autres parents. Pour la première fois, Élise se sent intégrée naturellement dans un groupe social, sans que sa fortune ou sa condition physique ne crée de distance artificielle. « Clara parle beaucoup de vous », confie Marie. Elle, éducatrice principale. Elle dit que vous avez un carrosse magique et que vous êtes très gentille. « Oh, c'est Clara qui est magique », répond Élise, touchée par cette simplicité. En rentrant chez elle ce soir-là, Élise contemple son reflet dans les miroirs dorés du hall d'entrée. Elle réalise qu'elle sourit spontanément pour la première fois depuis des mois. Son visage a retrouvé une luminosité qu'elle croyait perdue à jamais. Mais cette transformation naissante ne passe pas inaperçue. Marguerite, la gouvernante, remarque ses absences répétées, ses vêtements simples, cette joie nouvelle qui illumine ses traits. Mademoiselle Élise semble très heureuse ces derniers temps, ose-t-elle remarquer en servant le dîner. « Oui, Marguerite, j'ai découvert de nouveaux horizons. »« Ah, je m'en réjouis, mademoiselle. Vous méritez d'être heureuse. » Cette bienveillance discrète réconforte Élise, mais elle sait que d'autres regards sont moins indulgents. Le chef de la sécurité, Laurent, a mentionné à ses parents ses déplacements fréquents dans le quartier latin. Elle devine que cette liberté nouvelle a ses limites et que tôt ou tard, son monde doré viendra réclamer ses droits sur elle. Le vendredi soir, elle retrouve Julien et Clara pour une promenade le long de la Seine. Paris se pare de ses lumières dorées, tandis qu'ils descendent lentement vers Notre-Dame. Clara court devant eux, s'extasiant devant chaque bouquiniste, chaque artiste de rue, chaque péniche amarrée. Elle adore ces balades, explique Julien. C'est notre sortie du vendredi soir, notre petit luxe gratuit. Et nos parents nous emmenaient toujours dans des endroits sophistiqués quand J était petite, confie Élise. Mais jamais pour une simple promenade. C était toujours calculé, organisé, photographié. Bon, l'enfance de Clara ne ressemblera pas à la vôtre, c'est certain. Mais j'espère qu'elle sera plus authentique. J'en suis convaincu. Elle a de la chance de vous avoir. Ah, il s'arrête devant Notre-Dame illuminée. Clara endormie sur les genoux de son père. Le silence s'installe naturellement entre eux, chargé d'une émotion nouvelle qu'aucun des deux n'ose encore nommer. « Élise !» murmure Julien. « Je ne sais pas ce qui se passe entre nous, mais ces moments avec vous sont précieux. Clara vous adore, et moi aussi, chuchote-t-elle, le cœur battant. Ces derniers jours ont changé ma vie. Vous avez changé ma vie. » Ah, ils se regardent intensément, conscients qu'ils franchissent un seuil invisible. Autour d'eux, Paris scintille de mille feux, témoin silencieux de cette attraction naissante entre deux êtres que tout semble séparer, mais que l'authenticité des sentiments unit inexorablement. Quand Julien la raccompagne jusqu'au métro, Élise sait qu'elle ne peut plus faire semblant. Cette double vie commence à peser sur sa conscience. Tôt ou tard, elle devra choisir entre le confort de ses privilèges et la vérité de ses sentiments. En remontant l'avenue Montaigne vers son appartement, elle croise le regard réprobateur de Charles, le chauffeur de la famille, qui l'attendait depuis 1 heure dans la voiture de service. « Bonsoir, mademoiselle Élise. Vos parents souhaitent vous parler dès leur retour demain. » Le cœur d'Élise se serre. L'heure des comptes approche, et elle pressent que sa liberté toute neuve va bientôt être mise à l'épreuve. Mais pour la première fois de sa vie, elle se sent prête à se battre pour défendre ce qui compte vraiment. Le droit d'être heureuse, simplement et authentiquement. Le samedi matin arrive avec cette pesanteur particulière qui précède les orages familiaux. Élise se réveille dans sa chambre luxueuse, mais l'angoisse noue son estomac. Par la fenêtre, elle aperçoit la Bentley noire de son père garée dans la cour de l'immeuble. Pierre Dubois est rentré plus tôt que prévu de Bordeaux, signe que la situation est grave. À 9 heures précises, Marguerite frappe discrètement à sa porte. Son visage habituellement serein trahit une inquiétude mal dissimulée. « Et mademoiselle Élise, vos parents vous attendent dans le salon. Ils semblent contrariés. » Élise ajuste sa tenue.
un ensemble Chanel sobre que sa mère avait choisi pour elle, et se dirige vers le salon principal. L'immense pièce au mur, recouvert de soie damassée, baigne dans la lumière froide du matin. Ses parents l'attendent, assis dans les fauteuils Louis XVI, leurs visages fermés contrastant avec elle élégance raffinée du décor. Pierre Dubois, 55 ans, dégage cette autorité naturelle des hommes habitués à commander, ses cheveux grisonnants impeccablement coiffés, son costume 3 pièces Savile Row et sa montre Patek Philippe témoignent d'une réussite calculée au centime près. Ses yeux gris acier, réputés pour déstabiliser les plus coriaces négociateurs, fixent sa fille avec une froideur inhabituelle. Catherine Dubois, 48 ans, incarne cette élégance parisienne glaciale qui impressionne les cercles mondains. Ancienne mannequin reconvertie dans l'art contemporain, elle a conservé cette beauté sculpturale qui fait tourner les têtes lors des vernissages. Sa robe Saint-Laurent et ses bijoux Van Cleef & Arpels composent une armure sophistiquée derrière laquelle elle dissimule toute émotion sincère. « Bonjour, Élise. Assieds-toi, s'il te plaît », déclare Pierre d'une voix où perce une autorité qui n'admet aucune contestation. Élise manœuvre sa chaise roulante face à ses parents, essayant de masquer son appréhension grandissante. Le silence s'étire, lourd de reproches non formulés. « Ah, nous avons eu des nouvelles préoccupantes te concernant », reprend son père en croisant les mains. « Laurent nous a informés de tes escapades répétées dans des quartiers peu recommandables. Le quartier latin n'est pas un quartier dangereux, papa. » « Oh, ne joue pas sur les mots, Élise. Tu sais très bien de quoi nous parlons. » Ces sorties non autorisées, ces fréquentations douteuses, Catherine intervient, sa voix coupante comme un cristal brisé. « Ma chérie, nous comprenons que l'adolescence puisse pousser à certaines expérimentations. Mais à 18 ans, tu dois comprendre les responsabilités qui accompagnent ton nom. De quelle fréquentation parlez-vous exactement ?» demande Élise, sentant la colère monter en elle. Pierre consulte un dossier posé sur la table basse. Laurent a manifestement mené son enquête avec un zèle professionnel. Julien Moreau, 28 ans, chauffeur de taxi, père célibataire. Sa fille, Clara, 3 ans, fréquente une crèche publique rue Mouffetard. Ils vivent dans un studio de 35 mètres carrés dans le 5e arrondissement. Chaque détail énoncé avec cette précision administrative transforme la vie de Julien et Clara en statistiques sordides. Élise sent ses joues s'enflammer d'indignation. « Comment osez-vous faire espionner mes amis ?»« Tes amis ?» Catherine éclate d'un rire cristallin et méprisant. « Ma chérie, cet homme est un opportuniste qui a visiblement identifié une proie facile. Un musicien raté qui élève seul sa fille, le profil parfait du prédateur sentimental. Vous ne savez rien de lui. Julien est quelqu'un de bien, d'authentique, de... » « Ah, d'authentique !» Pierre se lève, sa stature imposante dominant l'espace. « Élise, tu es naïve. Cet homme a compris qui tu étais dès votre première rencontre. Il cherche à profiter de ta générosité, de ta fortune. Il ignore qui je suis vraiment. Je ne lui ai jamais parlé de notre famille, de notre argent. » Le regard de ses parents se durcit davantage. Catherine pose délicatement sa tasse de thé en porcelaine de Sèvres avant de déclarer « glacial ». « Justement, ma chérie, cette comédie doit cesser immédiatement. Tu ne peux pas continuer à jouer les jeunes filles ordinaires. Tu es une Dubois. Notre nom représente des générations d'excellence, de réussite, de respectabilité. Et que représente exactement ce nom pour moi? L'isolement? La solitude? L'impression d'être un objet de musée qu'on sort pour les grandes occasions? Pierre frappe violemment la table, faisant sursauter les objets d'art disposés avec soin. Assez. Tu as été élevé dans le luxe, et les éducations, les privilèges. Nous t'avons donné tout ce qu'une jeune fille peut désirer. Tout, sauf l'amour. Tout, sauf la liberté d'être moi-même. Oh, les mots jaillissent d'Élise avec une violence qu'elle ne se connaissait pas. 18 années de frustration accumulée explosent dans ce salon feutré où l'émotion authentique semble interdite par protocole. Catherine se lève à son tour, sa beauté froide devenant franchement hostile. « Comment oses-tu nous parler ainsi, après tout ce que nous avons sacrifié pour toi? Sais-tu combien d'événements j'ai annulés quand tu as eu ton accident? Combien de projets ton père a abandonnés pour s'occuper de tes soins? Personne ne vous a demandé ces sacrifices. J'aurais préféré moins de luxe et plus de présence. Ta présence, siffle Pierre. Sais-tu l'impact de ta condition sur notre image publique? Les précautions qu'il faut prendre,
les aménagements, les regards que nous devons supporter lors de chaque événement. Le silence qui suit cette confession brutale est assourdissant. Pour la première fois, ses parents viennent d'avouer ce que Élise soupçonnait depuis des années. Elle est perçue comme un fardeau, une tâche sur leur perfection sociale. « Ah, maintenant je comprends », murmure-t-elle, les larmes aux yeux. « Je ne suis pas votre fille. Je suis votre problème de relations publiques. » Catherine tente de rattraper la situation, consciente d'être allée trop loin. « Élise, tu dramatises. Nous t'aimons, mais vous m'aimez conditionnellement, à condition que je reste invisible, docile, reconnaissante. » Pierre reprend le contrôle, revenant à son ton d'homme d'affaires. Cette discussion nous mène nulle part. Les faits sont simples. Tu vas cesser immédiatement de fréquenter ces gens. Charles te reconduira désormais à tes cours particuliers et te ramènera directement. Plus de sorties non autorisées. Vous n'avez pas le droit de m'emprisonner. Nous avons tous les droits. Tu vis sous notre toit. Tu dépends financièrement de nous. Et tu es mineur civilement en raison de ta situation. Cette dernière pique révèle la stratégie de Pierre. Utiliser la législation française sur la tutelle des personnes en situation de handicap pour maintenir son contrôle. Élise réalise avec horreur que ses parents sont prêts à tout pour préserver leur image. « Oh, et si je refuse ?» Catherine et Pierre échangent un regard entendu. C'est elle qui répond, sa voix doucereuse masquant mal la menace. « Dans ce cas, nous serions contraints de prendre des mesures plus drastiques. Il existe d'excellents établissements en Suisse où les jeunes gens perturbés peuvent se ressaisir. Loin des tentations parisiennes. L'ultimatum est clair, obéissance ou exil doré. » Élise comprend qu'elle affronte non pas des parents préoccupés, mais des stratèges impitoyables, prêts à sacrifier son bonheur pour préserver leur standing social. « J'ai besoin de réfléchir », parvient-elle à articuler. « Tu as jusqu'à lundi matin », tranche Pierre. « Soit tu romps définitivement avec ces fréquentations, soit nous prenons les mesures appropriées. » Élise quitte le salon sous le regard dur de ses parents, consciente que sa vie vient de basculer. Dans le couloir, elle croise Marguerite qui fait semblant de dépoussiérer un vase Ming. Leurs regards se croisent, la gouvernante a tout entendu et sa compassion silencieuse réconforte légèrement Élise. Dans sa chambre, assise face à la fenêtre donnant sur l'avenue Montaigne, Élise contemple ce Paris luxueux qu'elle connaît par cœur. Mais désormais, une autre ville l'attire, celle des cafés authentiques, des rires d'enfants, des mélodies de guitare et des regards sincères. Elle pense à Julien et Clara qui l'attendent probablement au café, inquiets de son absence. Pour la première fois de sa vie, elle a quelque chose, quelqu'un, pour qui elle serait prête à tout abandonner. Le choix qui se présente à elle dépasse la simple rébellion adolescente. C'est un choix existentiel entre une vie dorée mais vide et une existence incertaine mais authentique. Élise ferme les yeux et revoit le sourire spontané de Clara, entend la voix chaude de Julien chantant dans le petit café. Ces images valent-elles qu'elle renonce à 18 années de privilèges? Valent-elles qu'elle brave la colère d'une famille qui possède tous les moyens de la briser? Le vent d'octobre fait vibrer les vitres de sa fenêtre, comme un appel vers cette liberté qu'elle n'a jamais connue, mais dont elle ne peut plus se passer. Demain, elle devra choisir son camp. Et pour la première fois de sa vie, elle sait exactement de quel côté penche son cœur. Le dimanche étire comme une éternité dans l'appartement avenue Montaigne. Élise passe la journée cloîtrée dans sa chambre, officiellement pour réfléchir selon ses parents, mais en réalité pour échapper à leur surveillance constante. Le silence pesant de l'appartement contraste cruellement avec l'effervescence joyeuse du café chez Marcel, qu'elle a appris à aimer. Par la fenêtre, elle observe Paris qui s'anime sous un soleil d'automne doré. Quelque part dans cette ville, Julien et Clara vivent leur dimanche en famille, peut-être inquiets de son absence inexpliquée. Cette pensée lui serre le cœur et renforce sa détermination naissante. Vers 15 heures, Marguerite entre discrètement avec un plateau de thé et quelques macarons ladurés. Ces délicatesses qui jadis la consolaient et qui aujourd'hui lui semblent artificielles. « Ah, mademoiselle Élise, puis-je me permettre ?» demande la gouvernante en s'asseyant délicatement sur le bord du lit. Marguerite a 60 ans et 15 années de loyauté envers la famille Dubois. Son visage buriné par les années porte la sagesse de quelqu'un qui a observé 3 générations grandir dans ce luxe froid. Ses yeux gris, habituellement discrets, brillent aujourd'hui d'une tendresse inhabituelle.
J'ai entendu la conversation d'hier, mademoiselle. Je sais que ce n'est pas ma place de vous conseiller, mais parlez, Marguerite. Vous êtes la seule personne sincère dans cette maison. La gouvernante soupire profondément avant de poursuivre. Il y a 20 ans, quand vous étiez encore petite, j'ai vu vos parents changer. L'argent, le succès, les relations sociales, tout cela a progressivement étouffé leur humanité. Ils vous aiment à leur manière, mais ils ont oublié comment aimer simplement. Et vous, qu'est-ce que vous feriez à ma place? À Marguerite hésite longuement, consciente de trahir des années de neutralité professionnelle. J'ai eu votre âge, mademoiselle. J'ai épousé un homme que mes parents jugeaient indigne, un instituteur sans fortune. Nous avons vécu modestement, mais nous avons été heureux. Quand il est mort, il y a 10 ans, je n'ai jamais regretté ce choix. Cette confession bouleverse Élise. Marguerite, qu'elle croyait dépourvue de vie personnelle, révèle soudain une richesse émotionnelle insoupçonnée. Vos parents menacent de vous envoyer en Suisse, poursuit la gouvernante. Ah, ils en sont capables, je les connais. Mais vous avez 18 ans, mademoiselle. Légalement, ils ne peuvent vous forcer à rien. Ils parlent de tutelle, sa baliverne juridique pour vous impressionner. Votre handicap ne vous rend pas incapable. Vous êtes intelligente, éduquée, majeure. Si vous le souhaitez vraiment, vous pouvez partir. Cette révélation frappe Élise comme une évidence. Elle n'est pas prisonnière de ses parents, elle l'est de ses propres peurs. Pour la première fois, l'idée d'une fuite réelle, concrète, lui semble envisageable. Mais comment? Je n'ai jamais vécu seule, je ne sais rien faire de pratique. Marguerite sourit avec une tendresse presque maternelle. L'amour véritable nous donne des forces insoupçonnées, mademoiselle. Et vous n'en êtes pas seule, ce jeune homme et sa fille semblent vous aimer sincèrement. En fin de journée, Élise prend une décision qui l'effraie autant qu'elle l'exalte. Elle va voir Julien ce soir, quoi qu'il en coûte. Elle doit lui parler, lui expliquer sa situation réelle et découvrir si leurs sentiments naissants sont assez forts pour surmonter l'abîme social qui les sépare. À 20 heures, elle parvient à tromper la surveillance de Laurent en prétextant un malaise. Pendant qu'il téléphone au médecin de famille, LS échappe par l'ascenseur de service et emprunte la sortie réservée au personnel. Son cœur bat à tout rompre tandis qu'elle traverse Paris en métro, direction rue Mouffetard. L'immeuble de Julien, bâtisse haussmannienne, défraîchie au balcon de fer forgé rouillé, contraste saisissamment avec le luxe feutré de l'avenue Montaigne. Elle monte péniblement au 3e étage, l'absence d'ascenseur transformant chaque marche en défi. Quand elle frappe enfin à la porte marquée « Moreau », elle est essoufflée mais déterminée. Julien ouvre, visiblement surpris. Il porte un simple t-shirt gris et un jean. Ses cheveux sont ébouriffés comme s'il venait de jouer avec Clara. Derrière lui, l'appartement minuscule mais chaleureux révèle une vie simple. Canapé lit défoncé, table de fortune, guitare accrochées au mur et partout les dessins colorés de Clara. « Élise, comment avez-vous? Il faut que nous parlions, Julien. C'est important. » Clara surgit en pyjama, ses boucles blondes encore humides du bain. « Élise, tu es venue nous voir chez nous. Papa, regarde, Élise est dans notre maison. » L'enthousiasme de la petite fille réchauffe instantanément l'atmosphère. Julien fait asseoir Élise dans l'unique fauteuil, improvise un coin salon autour de la table basse faite de caisses en bois empilées. « Oh Clara, va te brosser les dents pendant que Élise et moi discutons, » dit doucement Julien. Une fois seule, Élise inspire profondément et se lance dans la confession la plus difficile de sa vie. « Julien, je ne vous ai pas dit la vérité sur qui je suis vraiment. » Elle lui raconte tout, la fortune de sa famille, l'empire industriel de son père, les privilèges dont elle a toujours bénéficié, l'isolement doré de son existence. Puis elle explique l'ultimatum de ses parents, leur enquête sur lui, les menaces proférées. Julien, elle, écoute sans l'interrompre, son visage passant progressivement de la surprise à la compréhension, puis à une gravité douloureuse. Quand elle termine son récit, le silence s'installe, lourd de toutes les implications de cette révélation. « Donc, vous êtes millionnaire », finit-il par articuler. « Mes parents le sont. Moi, je ne possède rien en propre. Mais oui, je viens de ce monde-là. Et vous pensiez que cela changerait quoi entre nous? Je ne sais pas. Mes parents prétendent que vous n'êtes avec moi que par intérêt. » Julien se lève brusquement, blessé par cette insinuation.
Ils pensent que je suis un gigolo? Que j'ai séduit une héritière pour améliorer ma condition? Non, je ne le crois pas! Mais je devais vous le dire. Vous laissez décider en connaissance de cause. Décider de quoi, Élise? De si je vous aime pour vos yeux bleus ou pour votre compte en banque. Le mot « aimer » résonne dans le petit appartement comme un aveu involontaire. Julien se fige, réalisant ce qu'il vient de révéler. Élise le regarde intensément, le cœur battant. « Vous m'aimez » murmure-t-elle. Il s'agenouille devant son fauteuil, prend délicatement ses mains dans les siennes. Depuis cette première rencontre au café, oui, pas la riche héritière que je découvre ce soir, mais la jeune femme mélancolique qui célébrait seule son anniversaire. Celle qui rit aux blagues de Clara, qui écoute ma musique avec attention, qui regarde Paris comme si elle le découvrait pour la première fois. Des larmes de bonheur perlent aux yeux de Élise. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un l'aime pour ce qu'elle est vraiment, pas pour ce qu'elle représente. Moi aussi, je vous aime, Julien, et j'aime Clara comme si elle était ma propre fille. Papa! Élise, qu'est-ce que vous faites? Clara réapparaît en pyjama, intriguée par cette scène qu'elle ne comprend pas. On se dit des choses importantes, ma puce, répond Julien en la prenant sur ses genoux. Est-ce que Élise va rester avec nous maintenant? Cette question innocente cristallise soudain tous les enjeux. Élise regarde autour d'elle ce petit appartement où l'amour compense le manque de luxe, puis pense à son pantouse doré mais vide. Clara, si Élise restait avec nous, tu serais contente? Oh oui! On pourrait jouer tous les jours, et elle pourrait écouter papa chanter, et on pourrait faire des gâteaux ensemble. Julien se tourne vers Élise, grave, mais déterminé. Je ne peux pas vous offrir le luxe auquel vous êtes habitué. Ce studio, mon travail précaire, nos fins de mois difficiles, c'est tout ce que j'ai. Ah, c'est tout ce que je veux, répond-elle sans hésitation. Je renonce à tout, Julien. À l'argent, au luxe, à ma famille s'il le faut. Je veux vivre avec vous et Clara. Vos parents ne vous laisseront jamais faire. Ils ont les moyens de nous détruire. Alors nous partirons. Loin de Paris, recommencer ailleurs. Vous pourrez reprendre la musique, moi j'apprendrai à vivre normalement. Julien la regarde longuement, mesurant l'ampleur de ce sacrifice. Cette jeune femme, élevée dans la soie, est prête à tout abandonner pour lui. L'amour qu'il lit dans ses yeux dissipe ses derniers doutes. Dans ce cas, nous devons agir vite. Si vos parents découvrent où vous êtes, mais ils découvriront demain matin que je ne suis plus là. J'aurai laissé une lettre expliquant ma décision. Cette nuit-là, blottis tous les trois sur le canapé-lit, ils échafaudent des plans d'évasion qui ressemblent à des rêves d'adolescents. Clara s'endort entre eux, inconsciente que sa vie va changer du tout au tout. Mais pour elle, du moment qu'elle a son papa et maintenant Élise, le reste importe peu. À l'aube, Élise retourne avenue Montaigne une dernière fois. Elle rédige une longue lettre à ses parents, expliquant son choix, sa détermination, son refus de vivre plus longtemps dans leur prison dorée. Elle prend le minimum, quelques vêtements, ses papiers d'identité et la photo d'elle enfant avec Marguerite, le seul souvenir d'amour authentique de sa vie d'avant. Avant de partir, elle glisse une enveloppe sous la porte de Marguerite avec un mot de remerciement et une promesse de donner de ses nouvelles. À 9 heures, quand ses parents découvriront sa chambre vide et sa lettre d'adieu, Élise sera déjà dans un train avec Julien et Clara, en route vers une nouvelle vie. Une vie incertaine mais authentique, pauvre matériellement mais riche d'amour véritable. Pour la première fois depuis 18 ans, elle sera libre. Libre d'aimer et d'être aimée pour ce qu'elle est vraiment. Et cette liberté-là vaut tous les trésors du monde. 6 mois plus tard, avril, région de Provence. Le soleil matinal filtre à travers les volets en bois de la petite maison provençale que Julien, Élise et Clara ont transformée en foyer. Située dans un village perché près d'Aix-en-Provence, cette demeure de pierre blonde aux tuiles romaines patinées respire la simplicité authentique. Un jardin sauvage l'entoure, où Clara a planté ses premières radis avec l'aide passionnée d'Élise. Dans la cuisine rustique aux murs de pierre apparente, Élise prépare le petit déjeuner. Ses gestes, maladroits au début, témoignent maintenant d'une aisance domestique acquise au fil des semaines. Elle, qui n'avait jamais touché une casserole, maîtrise désormais l'art des tartines grillées et du café au lait parfait pour Clara. « Papa, Élise, réveillez-vous, les tournesols ont encore grandi. » Elle s'écrie la petite fille en faisant irruption dans la cuisine.
ses boucles blondes emmêlées par le sommeil, mais ses yeux verts pétillants d'excitation. Julien apparaît quelques instants plus tard, cheveux ébouriffés, un sourire paisible aux lèvres. Ses 6 mois en Provence l'ont transformé. Son visage a perdu cette tension perpétuelle du père célibataire parisien luttant pour survivre. Ici, il a retrouvé sa passion musicale, donnant des cours de guitare aux enfants du village et jouant le samedi soir au bistrot du coin. « Bonjour, ma belle famille », murmure-t-il en embrassant Clara puis Élise. Ce rituel matinal, simple mais chargé de tendresse, résume tout le bonheur qu'ils ont construit ensemble. La transformation des Élise est spectaculaire. La jeune femme mélancolique et isolée de l'avenue Montaigne a laissé place à une femme épanouie, rayonnante de cette joie profonde qui naît de l'authenticité assumée. Ses cheveux, libérés des coiffures sophistiquées, encadrent naturellement son visage hâlé par le soleil provençal. Ses vêtements simples, jeans, chemisiers en lin, sandales plates, révèlent une beauté naturelle que tous les créateurs du monde ne sauraient égaler. « J'ai reçu une lettre de Marguerite ce matin », annonce-t-elle en servant le café. « Elle dit que mes parents, qu'ils ont cessé de me chercher. Et les premières semaines avaient été difficiles. Pierre Dubois avait mobilisé tous ses réseaux, détectives privés, contacts dans la police, pression sur les médias, pour retrouver sa fille enlevée, selon sa version officielle. Mais Élise, guidée par un instinct de survie qu'elle ne se connaissait pas, avait pris soin de couvrir leurs traces, faux noms, location sans papiers officiels, déplacements discrets. « Et qu'est-ce qu'elle dit d'autre » demande Julien, conscient que cette question torture encore parfois Élise. « Que ma mère a repris ses vernissages comme si de rien n'était. Que mon père prétend que je suis en convalescence prolongée en Suisse. Pour eux, je suis officiellement morte. » Cette révélation, qui aurait dû la blesser, apporte paradoxalement une libération définitive. Élise réalise qu'elle pleure depuis des mois des parents qui n'ont jamais existé, du moins pas tels qu'elle les rêvait. « Tu es triste » demande Clara avec cette intuition émotionnelle dont font preuve les enfants. « Non, ma chérie, je suis soulagée. Maintenant, je sais que nous pouvons construire notre vie sans regarder derrière nous. » L'après-midi, ils se rendent au marché provençal d'Aix-en-Provence. Cette sortie hebdomadaire est devenue leur moment de partage privilégié avec les habitants du village qui les ont adoptés naturellement. Ici, Élise n'est plus la fille Dubois, mais la compagne de Julien, la jeune femme qui aide Madame Rosette à porter ses courses et qui apprend le provençal avec l'accent rocailleux des anciens. Au stand de légumes, Mireille, la maraîchère sexagénaire aux mains rugueuses et au cœur d'or, accueille Clara comme sa propre petite-fille. « Alors, ma pitchoune, qu'est-ce qu'on prend aujourd'hui pour le jardin? »« Des graines de courgettes et des tomates. Élise dit qu'on va faire une ratatouille. » Mireille sourit en regardant Élise. « Cette petite vous a transformée, ma belle. Quand vous êtes arrivée en octobre, vous aviez l'air d'une âme en peine. Maintenant, regardez-vous. » C'est vrai. Élise découvre chaque jour des aspects d'elle-même qu'elle ignorait. Sa patience infinie avec Clara, son aptitude naturelle à créer de la beauté avec 3 fois rien, sa capacité d'adaptation qui lui permet d'apprendre la couture, la cuisine, le jardinage avec un enthousiasme de débutante. En fin d'après-midi, il s'installe sur la terrasse ombragée par une tonnelle de vigne centenaire. Julien accorde sa guitare tandis que Élise aide Clara à colorier ses dessins. Le tableau familial qu'il compose irradie une harmonie paisible. « J'ai quelque chose à vous annoncer », déclare soudain Julien, une note d'émotion dans la voix. Élise et Clara lèvent les yeux, intriguées par son ton solennel. « Le directeur du conservatoire d'Aix m'a proposé un poste de professeur titulaire, cours de guitare et composition musicale. Un vrai travail, stable, bien payé. »« Ah, c'est merveilleux !» s'exclame Élise, les larmes aux yeux. Elle sait combien cette reconnaissance professionnelle signifie pour lui après des années de galère parisienne. « Et moi aussi j'ai une annonce », poursuit-elle, le cœur battant. « Je me suis inscrite à l'université d'Aix pour reprendre des études de psychologie. Je veux devenir thérapeute pour enfants en situation de handicap. » Cette décision mûrie pendant des semaines représente bien plus qu'une orientation professionnelle. C'est sa manière de transformer son expérience personnelle en aide pour d'autres. Elle qui a souffert de l'isolement veut devenir celle qui tend la main aux enfants différents.
Et nous, on va rester ici pour toujours? Demande Clara, préoccupée par ces changements d'adulte. Si tu es d'accord, ma puce, répond Julien. On va acheter cette maison, s'installer vraiment. Tu auras ta chambre, ton jardin, tes copines de l'école. Élise sera ma vraie maman? Cette question, posée avec l'innocence touchante de l'enfance, suspend le temps. Julien et Élise se regardent, conscients que Clara vient de formuler le vœu secret qu'ils n'osaient exprimer. « Si Élise est d'accord, » murmure Julien. « Si je suis d'accord ?» Élise prend Clara sur ses genoux, la serrant contre elle. « Ma chérie, je ne demande que ça, être ta maman, et que nous soyons une vraie famille. » Clara pousse un cri de joie et se jette dans leurs bras. Dans cette étreinte collective, 3 cœurs blessés par la vie trouvent enfin leur guérison mutuelle. Au coucher du soleil, alors que Clara dort paisiblement dans son petit lit à baldaquin bricolé par Julien, les nouveaux parents se retrouvent sur la terrasse. Les cigales chantent dans la garrigue environnante, la lune émerge derrière les pins parasols, et toute la Provence exhale ses parfums de thym et de lavande. « Des regrets ?» demande Julien en prenant la main d'Élise. « Aucun. Pour la première fois de ma vie, je sais qui je suis vraiment. Pas l'héritière du bois, pas une handicapée à cacher, pas un problème à résoudre. Juste Élise. Ta femme, la maman de Clara, une femme qui choisit sa vie. Nous avons encore des défis à relever. L'argent ne sera jamais facile, mes revenus modestes, tes études à financer. Nous nous débrouillerons. J'ai découvert que je pouvais vivre avec beaucoup moins que ce que je croyais nécessaire. Et surtout, nous avons l'essentiel. L'essentiel, l'amour, Julien. L'amour vrai, celui qui ne se calcule pas, ne s'achète pas, ne se négocie pas. Celui qui unit une famille, pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle se choisit chaque jour. Il reste silencieux, contemplant les étoiles qui s'allument une à une au-dessus de leur petit coin de paradis. Dans 6 mois, Élise aura 19 ans. Elle les fêtera dans cette maison de pierre, entourée de sa vraie famille et des amis authentiques qu'ils se sont créés. Il y aura un gâteau fait maison, des rires d'enfants, de la musique jouée au coin du feu. Ce ne sera pas un anniversaire solitaire dans un palace parisien, mais une célébration simple et vraie de la vie qu'elle a choisie. Car Élise a compris la leçon la plus précieuse qui soit. Le bonheur ne se mesure pas à l'aune des privilèges possédés, mais à la profondeur des liens tissés avec ceux qu'on aime. En s'endormant cette nuit-là dans les bras de Julien, bercée par la respiration paisible de Clara dans la chambre D, à côté, Élise sourit dans l'obscurité. Elle qui avait tout mais ne possédait rien, a désormais peu de choses mais possède l'essentiel. Une famille aimante, un avenir à construire et la certitude d'avoir trouvé sa place dans le monde. Le petit café, chez Marcel, lui semble appartenir à une autre vie. Pourtant, c'est là que tout a commencé, dans ce moment magique où une bougie solitaire a attiré une petite fille curieuse et son papa musicien. Parfois, le destin tient à si peu de choses. Une vela allumée, un sourire spontané, le courage de choisir l'amour plutôt que la sécurité. Demain, ils planteront ensemble de nouveaux tournesols dans leur jardin provençal. Et comme ces fleurs qui se tournent naturellement vers la lumière, ils continueront à grandir ensemble face à l'avenir qu'ils écriront de leurs propres mains. Fin. Épilogue. 3 ans plus tard. Dans un petit amphithéâtre de l'Université d'Aix-en-Provence, Élise Moreau, elle a pris le nom de Julien, soutient son mémoire de fin d'études devant un jury composé de professeurs et de professionnels. Son travail porte sur l'accompagnement psychologique des enfants en situation de handicap, de l'isolement à l'inclusion sociale. Au premier rang, Julien tient Clara, désormais âgée de 6 ans, qui dessine fièrement Maman Élise en train de parler à beaucoup de personnes. À côté d'eux, Marguerite, venue spécialement de Paris, essuie discrètement une larme de fierté. Car l'histoire d'Élise prouve une vérité universelle. Parfois, perdre tout ce qu'on croit important nous permet de trouver ce qu'il est vraiment. Et ce qui compte vraiment, c'est d'aimer et de être aimé pour ce que nous sommes, pas pour ce que nous avons. CTA, Call to Action. Cette histoire vous a touché? Partagez-la avec ceux qui ont besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour choisir l'authenticité plutôt que les apparences, l'amour plutôt que le confort.
car chacun mérite de trouver sa propre famille du cœur et de célébrer ses anniversaires, entouré de ceux qui l'aiment vraiment. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui célèbrent le courage de ceux qui osent tout changer pour être fidèles à eux-mêmes.